Thomas, si tu permets, je vais faire un petit brief sur ton parcours. Tu es sociologue de formation. En 2019, à l'issue de ton master, et comme un grand nombre d'étudiants, tu ne trouves pas d'emploi. Donc tu postes ton CV sur un site de recherche et assez rapidement, tu es contacté par une société qui s'appelle GlobeTech, qui est en réalité un sous-traitant d'Apple, pour un job de data analyst. Sur le papier, tu es payé 2 200 € net pour 37,5 heures de travail hebdomadaire. Tu es derrière un ordinateur en Irlande et tu retranscris des échantillons d'enregistrement audio de Siri, qui est l'assistant vocal d'Apple, dans le but, t'explique-t-on, d'améliorer la machine. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en pratique exactement ce qu'on te demande de faire, et puis aussi quel est ton environnement de travail, quelle est l'ambiance, quelles sont les conditions, est-ce que tu es très cadré, est-ce qu'on te demande de rendre des comptes, enfin voilà, est-ce que tu peux un peu nous donner à voir ton environnement de travail? Lorsqu'on arrive le premier jour sur le site du sous-traitant, on nous met dans une salle et on nous explique en fait vous allez travailler sur des enregistrements réels de personnes qui sont en train de parler à leur assistant vocal. C'est pas des gens qui sont en train de faire de la dictée pour c'est pas des professionnels qui entraînent la machine, ce sont des échantillons voilà. de vrais gens, de la vraie vie, Exactement. qui utilisent vraiment leur assistant Siri. C'est ça, et on nous explique ça le premier jour. Donc moi, je venais de prendre l'avion la veille de Paris pour arriver à Cork. Donc déjà à ce moment-là, on tombe un peu des nues. Donc on nous dit autre chose qu'on ne m'avait pas expliqué pendant tout le processus de recrutement, qu'on va devoir répondre à des critères de qualité et de quantité. Donc il faut faire 1300 enregistrements par jour, et puis on va être contrôlé sur 50 de ces enregistrements quotidiennement, et il faut qu'on ait un taux d'exactitude par rapport aux règles qu'on nous donne de 90% ou plus. Et si on tombe en dessous des 90%, eh ben on est susceptible de se faire virer à tout moment. Ce qui s'est d'ailleurs produit pendant que j'y étais. Je voyais des gens se faire jeter au bout d'un jour, 2 jours, une semaine. C'était complètement arbitraire comme pouvoir d'ailleurs. Il y avait des gens qui restaient plus longtemps. Il y avait une incertitude en plus sur ceux qui restaient pas. Oui, il y avait de l'incertitude et il y avait une grande pression aussi. Il y avait des gens donc, qui arrivaient de la France et qui pensaient avoir un boulot stable et qui apprenaient tout d'un coup qu'en fait, non seulement c'était pas stable, mais qu'ils n'étaient pas retenus au bout de 3 jours. Je me souviens d'un cas comme ça en tout cas. Et donc à part ça, ils attendaient de nous qu'on appelait ça, qu'on badge le matin à 2 endroits différents. Donc à la fois sur le site du sous-traitant et sur le site d'Apple. Donc ils contrôlaient vraiment minutieusement ils contrôlaient en tout cas l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Ils tenaient vraiment à contrôler l'environnement dans lequel on était. Et à part ça, c'était un open space, donc tous ceux qui étaient là bossaient sur le même projet et on était tous tenus par les mêmes clauses de confidentialité. Vous êtes combien à peu près dans la pièce? C'est une centaine de personnes, une dizaine de personnes? Alors quand moi je suis arrivé, en fait, je faisais partie du premier groupe à qui on a dit vous n'allez pas vous retrouver dans des locaux d'Apple parce qu'ils n'ont plus de place. Donc on va vous mettre chez le sous-traitant. Une activité qui marche bien donc. Oui, tous les lundis, il y avait un nouveau groupe de personnes qui arrivaient. Autour de nous, il y avait des nouveaux postes de travail qui étaient installés régulièrement. Et leur objectif, je crois que c'était de remplir 2 salles comme ça. Donc au moment où je suis parti, c'est-à-dire 2 mois plus tard, il devait y avoir 80 personnes. Et donc avec un taux de roulement assez élevé, des gens qui partaient très très rapidement. Parce que bon, il faut reconnaître que déjà le boulot est rébarbatif, pas drôle, et puis aussi, on est susceptible de se faire virer à tout moment, quoi, parce qu'on a déplu, on a fait des choses qui ne plaisent pas à l'employeur, et difficile de comprendre pourquoi aussi parfois. Ok, donc sur la forme, déjà, c'est pas évident. Il y a des conditions de travail qui sont un peu raides, on va dire. Et puis sur le fond également, est-ce que tu peux nous expliquer en fait quelles sont les raisons, on va dire, de cette insatisfaction de ce travail qui est né? Quand est-ce qu'elles sont apparues? Au bout de combien de temps? Est-ce que ça a été très rapide? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, oh là là, ça va pas du tout? Est-ce que ça a pris un moment? Et également, est-ce que tu peux nous dire
à quel moment tu as pris vraiment la décision en fait de quitter ton emploi? Est-ce qu'il y a eu du temps entre le moment où ça n'allait pas et le moment où tu as décidé de partir? Ça se passe en 2 temps. Déjà, le premier jour de mon arrivée, et quand je comprends qu'en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'écouter des gens qui sont enregistrés sans le savoir, tout de suite, ça va pas. Moi, j'étais très mal à l'aise avec ça. Ceci dit, j'avais besoin d'argent et je m'étais endetté pour aller en Irlande. Parce que en fait, tu savais pas. En fait, on te propose un job de data analyst, donc c'est vague, c'est ça, c'est de l'analyse de données, mais tu sais pas que tu es susceptible de travailler sur ces enregistrements-là avant. Oui, exactement. C'est un bien grand mot de dire data analyst. C'est comme dire technicien de surface lorsqu'on nettoie les sols. Non, c'est un boulot de tâcheron du numérique. Voilà, on écoute les enregistrements et on corrige la retranscription de l'audio vers le texte. Donc c'est pas non plus sorcier, quoi. Ça demande pas d'être très compétent en code. Les critères de sélection pour moi qui travaillais sur du français, c'était de bien comprendre la langue, d'être natif, donc d'être en mesure de comprendre ce que les gens disent à l'oral, et d'être capable de corriger la transcription à l'écrit, et puis d'appliquer les normes de ce qui intéressait Apple. Du coup, sur le fond de ce que tu fais tous les jours, quotidiennement, ce que tu entends, est-ce que ça t'a poussé aussi à te dire que ça ne pouvait plus continuer et que tu ne voulais plus faire ça? Oui, en fait, très vite, on tombe sur des enregistrements qui sont très sensibles, quoi. On entend des gens qui sont en train de parler de leur vie sexuelle, qui sont en train de parler de leur opinion politique, de leur santé, des enfants en quantité. Et puis, ce sont quand même des centaines de milliers d'enregistrements, quoi. On travaille sur des très très gros volumes, donc moi j'étais quand même mal à l'aise avec ça, et j'en parlais un peu aussi avec mes autres collègues, même si on n'était pas censé le faire, mais bon. Ah, vous n'êtes pas censé discuter? Oh oui, la clause de confidentialité était raide. Elle disait, c'était quelque chose qui disait du style, vous n'êtes pas censé parler de ce projet avec personne, vos proches, vos amis, votre famille, entre vous, et surtout pas des journalistes. Pas le divulguer, quoi. En fait, à force d'entendre des enregistrements comme ça, au bout d'un moment, moi il y en a un, c'est le moment déclencheur où je me suis dit, mais en fait j'arrête, je me casse et je reviens plus. Et donc c'est un type qui était en train de raconter son fantasme, un fantasme pédophile, quoi. Voilà. Donc c'était assez malaisant, je l'ai signalé à la hiérarchie et voir leur réaction, ça m'a aussi quand même pas mal dissuadé de rester là, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils l'ont fait confirmer. Ils ont demandé à d'autres gens de réécouter l'enregistrement pour confirmer que j'étais pas en train de raconter n'importe quoi. Après, ils m'ont dit d'accord, merci beaucoup. On récupère le dossier. Même pas, en fait. Je suis allé regarder 2-3 jours plus tard et l'enregistrement était toujours là. Il n'avait même pas été ôté de la base de données dans laquelle il se trouvait, quoi. Est-ce que tu sais qui parle quand tu écoutes les gens? Est-ce que tu as des infos sur qui est en train de parler ou pas du tout? Comment c'est... Alors ça, c'est intéressant parce qu'Apple dit, nous, on protège la vie privée de nos utilisateurs et on anonymise les enregistrements. Bon, premièrement, c'est faux, ils les anonymisent pas vraiment. Mais dans un deuxième temps, en fait, lorsque nous, on entend l'enregistrement qui est fait 15 secondes, 2 minutes, 3 minutes, on entend une voix en train de parler, à moins de l'avoir entendu auparavant, on ne peut pas savoir qui c'est. Sauf que la personne est en train de donner des informations dans ce qu'elle dit. Elle dit appelle quelqu'un, et elle dit un nom et un prénom. Appelle tel numéro de téléphone. Ou encore, ça peut être aussi des éléments de contexte. Donc moi, je travaillais à la correction de l'audio vers le texte, mais il y avait d'autres gens pour qui le boulot consistait à faire de l'annotation de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'une fois que la correction de l'audio vers l'écrit a été faite correctement, il y a d'autres gens qui regardent l'enregistrement et qui étiquettent des mots-clés dans l'enregistrement. Et cet étiquetage nécessite de comparer l'audio aux données disponibles du même appareil dont est issu l'enregistrement. Autrement dit, on a les données de l'iPhone de telle personne qui sont comparées à l'enregistrement. Et même si tout ça est dissimulé derrière une clé,
pour le travailleur, qui est dans mon cas, dans ma situation, chez Apple, on peut tout à fait désanonymiser, je pense, facilement ces enregistrements, et puis de toute manière, ils sont recoupés avec d'autres données. Parce que, excuse-moi, je me permets de préciser pour qu'on comprenne bien, toi, ce que tu retranscris, ce sont des demandes effectives à un assistant vocal, Non. mais il y a aussi des morceaux où les gens parlent à côté et ils ne sont pas en train de demander quelque chose à Siri. J'avais des enregistrements que j'entendais de faux positifs. Ça m'est arrivé d'entendre des gens dire mais ta gueule, éteins-toi, c'est pas à toi que je parle, Siri, machin. Ou des gens, il y en a un que j'ai vraiment en tête où on devine que l'iPhone est posé sur une table et que c'est 3 ou 4 personnes autour qui font « Regarde, ça s'est déclenché tout seul, c'est marrant » et ils rigolent un peu. Bon, c'est un peu étrange une fois quand on est de l'autre côté. Apple fait pas le tri et ne met pas C'était ces enregistrements C'était nous qui faisions le tri. À la poubelle. Enfin, ça tombe aussi entre tes mains à toi. Mais c'était nous qui faisions le tri. Ouais, Ils ont besoin d'humains dans la machine en fait, parce que la machine ne comprend pas tout. Il y a toujours une petite main, une petite oreille derrière. Enfin, c'est dit sans mépris, mais pour prendre conscience de ce que ça représente en masse de gens qui travaillent pour ça. Derrière les algorithmes, il y a toujours des gens en fait. Oui. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le travail du clic, le digital labor. On va dire que le frein principal, donc c'est plutôt cette fameuse clause de confidentialité. Il n'y avait pas une ambiance particulièrement cool chez Apple, comme on se l'imagine, avec des trottinettes électriques dans les couloirs, des baby-foot. Mais Apple, c'est une entreprise gigantesque. Cette idée-là, je pense qu'on se fait de l'entreprise, c'est probablement dans les locaux qui appartiennent directement à Apple et pour les employés dits corporate aux États-Unis, quoi. Donc ceux qui sont vraiment près du siège, probablement. Il me reste quand même à signaler que moi j'étais pas le premier à prendre contact avec des journalistes, à raconter cette histoire, etc. Il a fallu ça quand même pour que moi je décide à mon tour à y aller. Ceci dit, je constate tristement qu'il y a très peu de monde, voire quasiment personne en fait, pour dire mais en fait là ce qu'on est en train de raconter ça s'apparente à de l'espionnage de masse. C'est de la surveillance industrielle, certes à caractère commercial, mais c'est de la surveillance industrielle. Ce sont des centaines de millions d'enregistrements, ça concerne le monde entier. Et moi, quand je suis parti avec les captures d'écran, je pouvais le montrer. Je pouvais dire, regardez, là on est en train de parler de la France, de l'Inde, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie. Et ça, c'est juste un échantillon, c'est un fragment de la totalité de ce programme-là. Donc, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le fait de quitter son emploi et de dévoiler quelque chose de son employeur. C'est ce que j'appelle l'effet Erin Brockovich, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais persuadée que quand on faisait ça, on était reconnu pour avoir fait ça, que ça avait des conséquences, que la loi changeait, en gros qu'on n'avait pas la sensation de se battre pour rien, parce que ce soit au niveau de l'opinion publique, ou au niveau des institutions, ou au niveau de la loi, les choses bougeaient. Or, j'ai l'impression qu'en réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est ce que disent les associations de lanceurs d'alerte en fait. Ils disent très souvent on est mal accompagné, peu accompagné, la publicisation du combat n'a pas forcément toujours l'effet escompté. Et puis de toute manière, moi je suis assez opposé à l'héroïsation de ce genre de gestes. Parce que pour moi, ça s'inscrit dans la continuité des luttes du travail. Parce qu'on est en train de s'opposer au fait que le travail qu'on fait est nuisible. Parce qu'on est en train de dire aussi que les conditions de travail sont tellement pénibles que c'est juste pas possible que ça continue comme ça. Donc pour moi, le fait d'être considéré comme un lanceur d'alerte est un peu secondaire. Et ça devrait s'inscrire dans la continuité et ça relève certes d'une initiative individuelle, mais ça devrait s'inscrire dans une action collective. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, alors c'est peut-être pas le cas pour tout, mais moi j'ai cette sensation-là, il y a beaucoup de choses qu'on sait, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de systèmes qui sont soit illégaux, soit illégitimes, soit
qu'on connaît. Les choses ne sont pas cachées et pourtant ça fait plouf. Est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance des gens? Est-ce que les gens... Enfin, comment expliquer en fait le peu de répondants Alors, les gens ne sont pas plus révoltés que ça. Alors, moi, j'aurais envie de répondre en deux temps. Le premier, c'est qu'en fait, il y a la réponse médiatique et que très souvent, il y a beaucoup de médias qui fonctionnent sur l'effet du nouveau. Ils répondent et ils réagissent à la nouveauté. Donc, il y a un procès, il y a une amende, il y a un nouveau truc qui se passe sur ce sujet-là. Et sur le temps plus long, il y a très très peu de suites qui sont données. Voilà. Et effectivement, il y a aussi une forme de désintérêt pour des questions qui sont peut-être un peu plus difficiles à aborder ou pour lesquelles il n'est pas identifié que c'est un sujet porteur. Donc ça, c'est pour la partie article, journalisme et publicisation de ces sujets-là. Quant à la réponse du public, je pense que c'est pas forcément... c'est différent selon les cas. Moi, quand je parle de l'assistant vocal qui vous enregistre et qui vous écoute, ça répond quand même à la question est-ce que mon téléphone m'écoute? Et donc, pour moi, ça devrait générer un électrochoc. Mais bon, de toute évidence, on est très très loin du compte, à mon avis. Donc, quand on parle du numérique et de la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, c'est particulièrement sensible. Il y a probablement d'autres sujets où c'est le cas aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le privacy paradox, c'est que plus il y a des révélations sur le fait qu'on est fliqué, écouté, et qu'on est dans un régime de surveillance permanente, moins les gens réagissent. Et je pense que ça relève aussi d'un sentiment d'impuissance, qu'on se dit ouais, oui, mon téléphone m'écoute, mais c'est pour me proposer des publicités ciblées, donc non seulement c'est pas très grave, mais en plus j'y peux rien. Donc c'est comme ça, je me résigne, et puis j'ai rien à cacher. Aujourd'hui, je crois que la question, elle redevient peut-être un peu plus audible lorsqu'on se rend compte qu'aux États-Unis, le flicage numérique sert par exemple à identifier des femmes qui ont cherché à avorter. Voilà, des histoires de ce type-là, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, certes, l'anecdote a valeur d'exemple, mais en réalité, on est en train de parler de régime généralisé de surveillance. C'est comme ça pour tout le monde en permanence. Et ça m'amène aussi à dire quelque chose qui me semble absolument essentiel, c'est que la vie privée, ça n'est pas un bien personnel, ça n'est pas un bien individuel, c'est un bien commun et collectif. Parce que moi, par exemple, lorsque j'ai un contact, une de mes connaissances qui a un iPhone, je suis dans ses contacts à lui. Donc, je suis aussi impliqué parce que mon nom et éventuellement des informations qui m'intéressent moi vont passer dans ce canal, vont être enregistrées via Siri parce que quelqu'un est en train de me dicter un message ou ce genre de choses. Donc, il faut aussi se rappeler que là, on est en train de parler d'une propriété commune et donc c'est aussi pour ça que c'est un combat qui devrait être collectif. Donc justement, il y a quelques jours, il y a une ex-employée d'Apple, donc qui s'appelle Ashley Gliovic, qui a été interviewée dans Télérama. Alors, elle faisait pas du tout la même chose que toi, puisqu'elle était dans les locaux d'Apple, justement pas dans les usines à clics, on va dire. Mais elle a dénoncé, elle dénonce depuis plusieurs années des pratiques, on va dire, plus que douteuses, soit en interne envers les salariés, mais aussi justement envers les clients avec cette histoire de devenir de nos données. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je crois que tu parlais justement à cette occasion de paradoxe ou de contradiction chez Apple dans la manière de parler de ça. Oui, parce que Ashley, son histoire est intéressante puisqu'elle était beaucoup plus dans le secret des dieux, on va dire. Et parmi les choses qu'elle dénonce, probablement ce qui, à mon avis, fait qui est le pilier central de son témoignage, c'est qu'elle raconte en fait qu'Apple considérait que le corps de ses employés lui appartenait pour faire toutes sortes de mesures et qu'en fait ils étaient enrôlés plus ou moins de gré ou de force dans tout un tas
de projets qui consistaient par exemple à les photographier à tout moment pour améliorer la capacité de reconnaissance des visages. Donc ça c'était Gobler, le projet Gobler. Et Ashley raconte comment ce projet-là consiste à lui demander d'installer une application sur son téléphone et qu'il la photographie à tout moment, y compris des moments très très intimes. Et ça, c'est je me permets de te couper parce que ça, clairement, faut bien préciser que ce sont des choses qui sont écrites noir sur blanc dans des documents qui sont distribués aux employés. Oui. Et donc en fait, dans cette interview qui est publiée dans Télérama, Ashley raconte que Apple, dans un document, écrit effectivement « Vous êtes un employé d'Apple, vous devez vous attendre explicitement à ne pas avoir de vie privée. Il est attendu de vous que vous renonciez à toute vie privée, à toute protection de vos données. » Et donc, ça implique effectivement le premier paradoxe que je signalais en voyant ça, c'est que en fait, Apple dit d'un côté protection de la vie privée, c'est ça l'iPhone. Et donc en fait, c'est leur slogan. C'est ça, c'est l'un des slogans dont ils se servent. Pub d'iPhone. Voilà. Et donc c'est ça pour on protège la vie privée des gens. Vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous vous attendez qu'avec le prix de l'iPhone vienne une protection accrue de vos données, par contradiction avec tous les autres acteurs du numérique. Nous sommes les meilleurs gardiens de tous vos secrets. Oui, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et en fait, c'est une attitude très mensongère, parce que quand on met ça au regard de ce que dit Ashley, on voit que la contradiction, elle devient évidente lorsque on est en contact avec un employé d'Apple. Donc à ce moment-là, il se passe quoi? Les deux principes se retrouvent en contradiction. C'est lequel? Est-ce que c'est le respect de la vie privée pour tout le monde? Ou bien c'est le fait que quand on est un employé d'Apple, Apple récupère toutes les données, siphonne tout ce qui vous concerne, et y compris les proches qu'on a autour de soi. Donc ça, c'était le premier paradoxe. Et le deuxième que j'avais souligné moi de mon côté, auquel j'avais été confronté de mon côté auparavant, c'est que lorsque j'avais parlé à un journaliste irlandais et qu'il avait posé la question à Apple pour les enregistrements. Dans un premier temps, Apple lui dit « Les enregistrements sont anonymisés, il est impossible de retrouver le dispositif duquel est issu l'enregistrement. » Et lorsque le journaliste leur demande « Mais alors comment ça se passe lorsque vous tombez sur l'enregistrement d'un pédophile ?» Comme j'avais fait le signalement. De quelque chose voilà. d'illégal qu'il faut signaler. Et là, ils ont complètement changé de braquet et Apple lui répond « Mais en fait, nous, on a un service maison qui est consacré à ce genre de situation et on est tout à fait en mesure de désanonymiser et de transmettre les informations pertinentes à la police. » Donc, on n'a pas d'infos sur ce qu'est une information pertinente à transmettre à la police. Je crois que c'est un peu eux qui décident en fait en interne. Donc, voilà, donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Soit l'enregistrement il est anonyme, on peut pas retrouver la source, soit il est pas anonyme et on peut retrouver la source. C'est pas les deux en même temps. Moi, ce qui m'intéresse là, dans la dernière partie de notre échange, et c'est hyper important pour moi aussi en tant que journaliste, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup, ce sont les conséquences des témoignages, les conséquences, l'après, qu'est-ce que ça fait changer, parce que c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que tu parles, nous les journalistes, c'est aussi pour ça qu'on recueille des témoignages et qu'on les diffuse. Dans ton cas, est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés en contact avec toi, que ce soit des institutions publiques, des organismes? La réaction des institutions responsables est très très décevante. Et quand je dis les institutions, c'est pas uniquement au niveau administratif, des agences de protection des données, c'est aussi le politique. C'est aussi le juridique. Et là, pour le coup, effectivement, la réaction, c'est zéro. Donc, effectivement, c'était pas un sprint, hein, c'était pas je fais mon témoignage, on fait notre témoignage, on parle de ça, et puis tout d'un coup, les choses changent. Non, c'est une course de fond, hein, et puis c'est pas fini. Parce que moi, je me dis que... je suis convaincu. Je suis convaincu que si je laissais tomber cette histoire, ça tomberait dans l'oubli. Donc, il y a un intérêt, en fait, à persister et à ne pas lâcher. Donc, effectivement, la réaction attendue de ma part, peut-être que j'ai été naïf, hein,
n'était pas à la hauteur, quoi. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que se contenter de la boîte à outils du lanceur d'alerte, effectivement, ça avance pas à grand chose. Parce que moi, c'est ce que je constate avec le temps, c'est que tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, on a un nouveau lanceur d'alerte. Dans le numérique, qui est le sujet qui m'intéresse le plus, c'est qu'on a eu Sophie Zhang, et puis ensuite on a eu comment elle s'appelle, Frances Haugen pour Facebook, et puis après on en a eu d'autres. Quelques mois avant. Le modérateur dont tu parlais tout à l'heure aussi pour Facebook. Oui, des comme ça, il y en a plein. Donc ça se multiplie. Oui, il y a eu quelques mois avant que Twitter soit racheté par Elon Musk, c'est la même chose, Peter Zatko, je crois. Il y a eu Mark McGann pour les Uber Files. Régulièrement, on en a. Et puis pareil avec tout ce qui est des scandales financiers, des insiders qui ont des informations super importantes qui servent à des consortiums de journalistes pendant des années et des années, et pourtant ça ne fait pas changer les choses. Alors comment transformer ça en action politique ? Eh ben c'est qu'il faut une réaction collective, c'est que ça n'est pas un envoyé ou quelqu'un qui tout d'un coup a une espèce d'illumination. Et voilà, c'est pas l'histoire d'Erin Brockovich, c'est pas un héros qui arrive et qui sauve tout d'un coup tout le monde. Non, c'est un travail collectif. Il faut aussi, voilà, ça se construit, puis c'est aussi une prise de conscience collective. Ça nécessite aussi effectivement de combattre un certain nombre d'idées reçues. Donc là, le sujet dans lequel on parle, c'est la résignation, de se dire mais je n'ai rien à cacher. Ça, c'est un très très gros problème. C'est un argument qui pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a un message ou un conseil ou quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voudrais transmettre ou dire aux gens qui nous écoutent et qui sont susceptibles d'être dans des situations de changement, de souffrance Oui, que l'issue de ce genre de décision, de passer à l'acte, de la dissidence et tout ça, on peut être épaulé par des groupes qui sont déjà là, et aussi que la meilleure manière, je pense, de procéder, c'est de se donner une issue avec des manières d'agir qui sont collectives. En fait, à un moment, je suis tombé donc sur une interview de l'un des membres de Vous n'êtes pas seul, et je suis allé regarder sur leur site ce qu'ils proposaient, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est vraiment une initiative qui me semble essentielle, de s'adresser directement aux gens qui, en conscience, font un boulot, qui savent être malpropres, illégitimes, éventuellement illégales. Enfin voilà, même la phrase « vous n'êtes pas seul », c'est quelque chose qui est important à dire et à rappeler, quoi. Parce que pour ma part, ayant fait cette trajectoire-là, je vois bien ce que ça veut dire la solitude, en fait. Du moment où on se dit « mais il n'y a personne pour m'épauler », il n'y a personne qui se dit « mais en fait ce truc-là, c'est sérieux et ça mérite qu'on s'y intéresse et qu'on s'y attarde ».